Je me rappelle que j'avais dit un jour, écoutez, je vais vous donner un sujet, la rencontre. Je me suis dit, avec un sujet comme celui-là, on peut se débrouiller avec très peu de mots. قالوا لي شو يعني لا رونكونتر؟ قلت لهم اللي بدكم، فيكم تلتقوا بمين ما بدكم، ساعة اللي بدكم، محل ما بدكم، بس بدكم تخبروني بالفرنساوي لأنه طبعا كانت شغلتي إنه أعلم فرنساوي. علم فرنساوي بالعربي وما بقول لك ندى مي فوت d'arabe dans les cours وهن يضحكوا وأنا حمار وكذا بس مش الحق. شوي je leur dis la rencontre, il y en a un qui lève le doigt et qui me dit, moi je suis désolée, je ne peux pas. قلت له ليه؟ قال لي أنا ما بقدر أتعب حدا. قلت له لا أنا كثير آسفة بس بدك تكتب ما في خيار تاني. قال لي لا أنا مش عارفة أكتب. قلت له طب أحل لك شو؟ إذا ما بدك تلتقى بحدا اكتب ليش ما عم تلتقى بحدا؟ قال لي أوكي، تاني نهار جيبوا لي كوبي. C'était un des plus beaux textes que j'ai lus de ma vie. Aïda Zalami. J'ai marché, alors le vocabulaire était très simple. J'ai marché dans la rue où il n'y avait personne. J'ai dépassé la rue pour entrer dans un désert où il n'y avait personne. Et il n'y avait pas. Et il a énuméré tout ce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas des visages, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et c'était l'énumération de tout ce qu'il n'y avait pas. Et à la fin, il avait écrit, et puis, 3 points de suspension, j'ai rencontré l'âne de mon oncle. l'âne de mon oncle. إنه مجبور يلتقى بشيء. C'était de toute beauté et j'ai pas pu m'empêcher de lui mettre la meilleure note, il n'en revenait pas. Mais donc c'était une année qui était passionnante parce que c'était absurde. Mais tu n'as plus demandé de lui. Le nom de Non, mais c'est pour dire qu'il est écrivain maintenant. Certainement, avec une telle expérience, je suis sûr. Et il a dépassé les animaux, et voilà. C'est incroyable. C'était très beau. C'est une belle histoire. C'est une C'est très une belle belle histoire. histoire. Mais c'est marrant la question que pose Antoine, parce que finalement, les gens les plus passionnants que j'ai rencontrés dans ma vie, je crois que je les ai rencontrés au Pan, alors que j'ai très peu vécu au Pan. Enfin si, j'ai vécu les 20 premières années de ma vie, et puis j'y vis maintenant, mais j'ai vécu très longtemps dehors. Et je me dis ça encore aujourd'hui, au moment où le pays va tellement mal, on est tous par terre, on est tous épuisés, on est tous au bout du rouleau. Bon, il y a des gens comme Nada qui continuent à se battre, et c'est pour ça que je pense qu'il faut soutenir à fond ceux qui ont encore la force de vouloir que les choses se passent autrement. Mais hier soir, je vous assure que c'est pas loin de mes livres ce que je vous raconte, parce que c'est la même chose en fait. Et que entre les rencontres, la vie et l'écriture, pour moi la différence est très mince. C'est-à-dire que l'écriture, pour finir, c'est le moment où après beaucoup de silence, on ramasse en des mots aussi denses que possible ce qui a fait que la vie avait un sens, ou qu'elle n'en avait pas, ce qui est la même chose. Mais hier soir, j'étais chez mes amis qui sont ici, je demande un taxi au milieu de la nuit, et arrive un homme qui avait visiblement beaucoup de difficultés. Et à conduire, et à savoir où il était. C'était un homme perdu, qui était censé me ramener chez moi du côté de Bagdad. Alors, je lui dis, tu vois, Tariq Hachem, où ils ont des faits, des choses. Elle est mais visiblement, il ne voyait rien du tout.
il a actionné un téléphone et il s'est mis à conduire en regardant le téléphone dans la nuit, pas une lumière, on ne savait pas où on était, j'étais perdue, lui aussi, on ne savait plus où on était. Et puis il s'est mis à trembler de peur, il était au bord des larmes en me disant « Dakhilek, ma troulilon, shirki, al'oun min shirk, kaza chou ». J'ai compris que c'était un homme qui essayait de gagner sa vie en conduisant une voiture sans connaître les routes. Finalement, on trouve un pauvre type sur une moto qui était visiblement quelqu'un de très démuni. Sa moto était déglinguée et le type lui dit « Je te paye la course si tu marches devant nous et on te suit en voiture. » Donc, on se met à suivre la moto. Le type, la moto, هيك شي يمين شي شمال ضوء صغير ما في شيء بالعتمه والشوفير تقريبا عم يبكي وعم يرجف انا ما بقول لكم ولحقين الزلمه بعد شي نص ساعه قلت انا عرفت هالبنيه وقفنا الموتو جيت بدي اعطيه لانه قال له زلمه قبل ما نقلع قال له رح ندفع لك بس دخيلك امشي قدامي. بيجي ادفع له قال لي لا انا باخذ مصاري. انا قلت بس بده ياني انه عدلوا هيدا، قلت له لا ميرسي كثير بس انه ابدا ما في مجال ياخذ قرش. شكله تعبان، حالته بالويل، اخذ من نص ساعه من وقته بهالعتمه ما قبل ياخذ قرش. قلت اوكي، بعدين قلت له طب هي امانه نسيت اول فقير بتلاقيه على الطريق اخذها راح صار الشوفير بده هو يرد لي المصريات. قلت باي بلد بالعالم يعني نحن عايشين ببلد تحت الارض، حالتنا بالويل، انحطاط مطلق، وبنفس الوقت في مجال لهيك لقاء نص الليل من بعد ما تكون انت عم تكشفي من الخوف. طيب هيدا اللقاء بحد ذاته كثير حلو. من هيك بقول انه هالناس اللي انا بكفيني هالقعده بيناتنا، جيتوا تحت الشتاء وما حدا له خلق هلا بقى يسمع لحدا. On est tous fatigués d'écouter. عم بتلاحظوا انه وقت اللي بتبلشوا حديث مع حدا systématiquement on vous interrompt parce que les gens sont fatigués, on a les têtes saturées. Donc je trouve que la littérature dans tout ça, c'est pas sans rapport avec cette rencontre dont je vous parle hier. C'est-à-dire c'est ces moments où le sens est saisi par une toute petite histoire qui peut raconter quelque chose d'extrêmement compliqué. Sur Beyrouth, je me rappelle d'une phrase d'un étudiant qui m'avait dit « Dans Beyrouth, le sang rouge prend sa route. » Et comme ils ont peu de vocabulaire, il y avait des images très 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 fortes comme ça. Et donc c'était cette force de l'imagination avec peu de mots qui m'avait fait penser en écrivant le roman, tiens, si je leur avais demandé qu'est-ce qu'un roman? Et donc j'ai rebondi dans Cerf-Volant à partir d'une situation vécue mais réinventée. D'accord, parce que c'est une métalepse. Moi j'ai considéré que c'était du vécu transposé dans le roman. Mais il y a une clé là, parce que les réponses des étudiants correspondent en fait aux caractéristiques du roman, puisque vous avez exactement suivi, si vous voulez, l'orientation que les élèves ont donnée de la définition du roman. Alors il se peut aussi que je les ai un peu manipulés dans mon roman, et que je leur ai fait dire des choses qui allaient aussi dans mon sens. C'est des histoires tellement compliquées. À quel moment on fait dire à un personnage quelque chose qui va vous déranger ou qui va au contraire vous ouvrir des portes. Et c'est une économie très particulière, parce qu'au fond, il y a vraiment des moments où c'est plus fort que soi, le personnage va dire quelque chose qui va vous compliquer la vie, vraiment vous la compliquer.
Et puis, il faut attendre pour trouver moyen de recycler ça dans l'histoire. Et puis, il y a d'autres moments où on lui fait dire vraiment des choses qui vous facilitent la vie. Mais... Parlez-nous du titre. Je peux juste, puisque alors Hoda Reza Hazan, c'est Voilà. l'auteur de ces études, dont une quinzaine, une vingtaine de pages, non, une vingtaine de pages sur le cerf-volant qui est là, qui est dedans, mais ce n'est pas le seul, il y a tous ces auteurs qui sont là. Je le mentionne parce que nous l'avons à la bibliothèque, et enfin celui-là déjà on peut l'emprunter, et tu nous as fait l'amabilité de nous en donner d'autres qui vont être catalogués bientôt, donc vous revenez les prendre. C'est lumineux, hein, c'est très beau, c'est très fort. C'est une étude sur tous ces écrivains, Oui. dont Dominique Eddé, mais en particulier sur ce roman-là, D'accord. Cerf-volant. Et puisque tu demandes sur... Alors, Cerf-volant, c'est ce que... Non, c'est toi qui te... Mais Non, c'est juste que tu as relevé, comme je l'ai relevé. Moi, j'ai pas lu Cerf-volant. Alors, c'est ma grande déception, et pour me rattraper, je vais lire ton introduction dans l'article, parce qu'elle commence par dire, je peux dire elle, hein, Cerf-volant est une délectation. Zut, alors j'ai pas lu la délectation. Bon, donc je vais m'y mettre. Mais c'est pour dire que d'abord nous ne sommes pas experts, on va juste échanger sur nos lectures respectives. Hein. Nous n'avons pas tout lu, ni tout analysé, bien qu'il y ait des spécialistes parmi nous. Donc je disais que, par contre, ce que tu dis sur les paradoxes, on va dire, je veux dire, le sens de la formule chez Dominique Eddé, qui est une formule paradoxale. Dans les portraits, tu dis, je le retrouve partout dans ce que j'ai lu, et pas seulement dans les portraits. C'est une des manières, c'est une des clés de l'écriture de Dominique, c'est ce paradoxe. Donc, cerf-volant, c'est un mot, c'est vrai qu'il existe dans le langage, elle l'aurait inventé s'il n'existait pas, mais c'est un paradoxe, puisque le cerf est un esclave. Bon, c'est pas exactement cette écriture-là, mais c'est un cerf quand même, et il est volant. Et que le cerf-volant, on le tient, mais il, comme tu le décris très bien, il brise les frontières, c'est-à-dire il s'échappe, il nous échappe, et on fait semblant qu'il nous échappe quand on le lâche, enfin bon, voilà, et il se joue. Et d'ailleurs, ça a donné le titre à un film qui est en face de la frontière israélienne, où il se joue de cette frontière. Voilà. L'arabe, qui est la langue que je n'écris pas, que je ne maîtrise pas, mais qui est extrêmement présente physiquement en moi, et dont je parle, que j'écris en français. Je pense que ce mouvement de va-et-vient que je fais dans l'écriture, c'est du transport. Et je transporte ma part d'arabe en français sans, je dirais, faire semblant que j'écris une langue qui n'est pas le français. J'écris un français qui est assez classique. Mais j'écris un français classique pour eux. Pour eux, c'est-à-dire qui est constamment prêt à prendre en chemin toutes les choses qui ne sont pas de sa culture, qui sont d'un autre territoire qui est le mien. Il y a quelque chose dans cette réflexion sur la langue française qu'on soulève très rarement dans les débats sur la francophonie. Parce que la francophonie, on considère que c'est les gens qui écrivent le français dans des pays qui ne sont pas la France. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que si on est haïtien, ou si on est canadien, ou libanais, ou le sort du français dans chacun de ces pays va connaître ce mélange d'imprégnation d'une langue qui va devoir sortir autrement. Donc il y a un problème de traduction, de transport d'une langue dans une autre, et à chaque fois avec toutes les règles de la langue dont on ne va pouvoir retirer que peut-être un parfum, quelque chose, un tout petit rien,
Mais ce tout petit rien est essentiel pour la langue d'arrivée. Si bien qu'un jour, j'ai été très touchée par ma traductrice en anglais de mes livres, qui m'a dit, écoutez, je ne fais que traduire du français vers l'anglais. Et j'ai tout le temps l'impression, en vous traduisant, que je traduis de l'arabe. Et ça m'a complètement stupéfaite, wow. Parce qu'en réalité, c'est une langue assez classique que j'écris. Et il n'y a pas d'arabisme, il n'y a pas de libanisme. Mais elle a dû probablement sentir. Et je me suis dit, tiens, ce soir, si j'ai à en parler, qu'est-ce que je pourrais choisir dans les textes? J'ai pris ce livre par hasard. J'ai pris ce livre parce que aussi, c'est le dernier de mes romans. Et c'est un roman que je pense être personnellement... Kamal Jan. Je pense que c'est le travail, disons, le plus abouti, quel que soit le sentiment. Je comprends très bien que c'est un roman qu'on n'arrive pas à lire, parce qu'il n'est pas, je dirais, son sujet n'est pas agréable. C'est un livre que j'ai écrit avant les révolutions arabes, et où, effectivement, il y a eu une part de prémonition, oui, puisque j'ai vu, en l'inscrivant en Syrie, j'ai vu tout un monde se défaire, pourrir, et s'effriter sous mes yeux, un personnage après l'autre, et cette pourriture qui rend le type fou, Kamal, qui devient fou, Kamal Jan, il devient fou, à la fin, il devient fou, et aux toutes dernières pages du livre, il fait une rencontre avec un psychiatre qui est un homme dont on devine qu'il est probablement juif, en tout cas qu'il a une culture à la fois très ouverte, très écoutante et qui m'a été, le personnage m'a été inspiré par un psychanalyste juif que j'appelle Singer. Et il parle à Kamal, qui est dans une clinique psychiatrique. Et je me suis dit, tiens, le moment où Kamal essaye de l'expliquer comment il se sent, je comprends maintenant ce que m'a dit ma traductrice, quand elle m'a dit, j'ai parfois l'impression, donc ils sont quand même sous un arbre, il y a du silence, c'est pesant, le psychanalyste sent qu'il ne peut pas faire grand-chose pour cet homme, qui va vraiment mal, en même temps il le sent vraiment. Et Kamal se penche en avant, comme ça, les mains croisées entre les jambes, et il dit, chez nous là-bas, chez nous là-bas, qu'est-ce que vous croyez? Le mensonge a tout mangé, la verdure et les ronces. Et c'est là que j'ai vu que je ne pouvais rien trouver d'autre en français. Parce que si j'avais dit, qu'est-ce que vous croyez? Le mensonge nous a démolis. Ça aurait été ça en français. Ça aurait été banal. Ça aurait été banal. Et ça aussi c'est le cerf-volant, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui permet de garder d'une langue, ça aurait pu être de l'italien, ça aurait pu être un peu d'anglais, ça aurait pu être, ou même maintenant un peu de turc, puis je le connais un peu, mais de garder d'une langue tout en restant dans la langue qui est, pour des raisons de destin, celle qui fait qu'on va écrire avec. Et il lui dit, elle a mangé les têtes. Le mensonge a mangé les têtes. Effectivement. Et je ne voyais pas comment Kamal pouvait dire à ce psychiatre autre chose. Et en réalité, ce n'est pas dérangeant en français, il a mangé les têtes. Les gens se sont détruits pour ne pas devenir fous. Et ça aussi, je trouve que ça me convient assez. Moi, j'ai fait les deux. Je suis devenu fou pour ne pas... J'ai cru que je pourrais, j'ai trahi.
Il porte une main à son œil gauche. Il souffrait atrocement. « Vous avez mal, dit Bob, d'une voix très douce. » Un bref coup de vent déclencha une avalanche de bruit dans le tilleul, les branches, les feuilles, tout s'agitait. « Puis-je vous demander ce que vous comptez faire ?» ajouta Bob, ça c'est le psy qui dit à Kamal. « Vous croyez en une vie après la mort, vous ? Pas vraiment, mais comment vous dire ? Ce que je ne peux pas savoir, je le laisse tranquille. » Bob a terminé sa phrase en tout sautant. Les deux hommes se sont tus. Kamal, sans changer de posture, Singer plus voûté, une main dans l'autre, les doigts défaits, l'ombre du tilleul les recouvrait et s'étendait loin devant eux, jusque sur une femme recroquevillée par terre. Et puis ensuite, il y a la description de l'arbre. Et puis à la toute fin du livre, quelque chose qui me paraît tellement pour nous aujourd'hui ici, et c'est quand même un livre que j'ai fini d'écrire en 2010, c'est-à-dire il y a 12 ans. Quelle heure peut-il bien être? Il y a un long moment que les deux hommes ne se sont parlé. Bob se tourne vers Kamal. Vous arrive-t-il parfois de lire la fin d'un roman avant de le commencer? C'est marrant, c'est ce que je fais avec vous maintenant. Vous voyez la principe. Mais oui, poursuivit-il, un peu gêné. Oh, pas toute la fin, non, non, juste la dernière phrase. Il posa la main sur le livre qui était entre eux, sur le banc. Une belle main dense, sensuelle, couverte de taches brunes. On aurait dit qu'il caressait une bête. Sa paume et ses doigts allaient et venaient sur le dos du Melville. Kamal ne dit rien. Celui-ci poursuivit le vieil homme. Je suis curieux. Pourriez-vous m'en lire la dernière phrase? Kamal s'empara du livre. Son visage s'éclaira quand il découvrit la phrase. Alors, demanda Singer, avec une gravité enfantine, il n'est pas certain que cette mascarade reste sans suite, dit Kamal d'une voix presque théâtrale. Magnifique, conclut Bob, il n'est pas certain. Savez-vous que le mot mascarade vient de l'arabe mascara? Jeanne apporta cette précision avec le sourire. Singer signifia d'un regard étonné qu'il ne le savait pas. Maskhara, le mot que diraient en chœur tous les peuples arabes s'il leur était donné de résumer leur sort depuis un demi-siècle. Eux au moins ils savent. Pardon? L'Occident, n'est-ce pas la mascarade, moins la conscience que c'en est une? Les deux hommes se sont regardés amusés, comme on se serre la main. Le sourire de Kamal ne dura pas. Il hésitait à parler, il parla quand même. Je songe à ce que vous disiez tout à l'heure. À propos de quoi? Du fou moderne, l'homme explosif. Je n'aurais peut-être pas dû. Si, vous m'avez fait l'honneur. Sur le point de poursuivre, Kamal s'arrêta net. À quoi bon, dit-il de plus en plus nerveux. Le silence dura une longue minute. Quand Singer décida de l'interrompre, il le fit sans tergiverser. La mort est toujours une solution, dit-il d'une voix très calme. Je crois que c'est un peu la conclusion de ce que nous avons à faire, de ce que nous essayons de faire, et de ce qui n'est pas moins intéressant quand ça va mal que quand ça va bien. C'est comme un bateau qui fait naufrage, chacun fait ce qu'il a à faire. On a ici, par exemple, parmi nous, pour moi, un de ceux que je considère comme les plus grands poètes et artistes actuels, qui est Samir Sayed. Samir est quelqu'un qui résiste ici, à Beyrouth, depuis toujours, et qui a réussi à faire un voyage dans son œuvre, qui est tout un voyage immobile, mais qui va très 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 loin, dans un pays qui coule. C'est un acte de résistance absolument extraordinaire. Il fait ce qu'il a à faire, lui aussi. Donc, je pense qu'on est dans la situation actuellement où être désespéré ou avoir de l'espoir
n'est plus tellement intéressant. Oui, c'est pas ça. Ce n'est pas la question Non, du tout. de l'espoir ou Oui. du désespoir. C'est comme tu disais maintenant, faire avec le temps dont on dispose le maximum. C'est ce que j'essaye maladroitement maintenant de faire avec vous ici. On a eu ce moment ensemble. Je me suis dit, bon, c'est peut-être bien, on n'est pas très nombreux. Je vais pouvoir parler encore plus naturellement que s'il y avait 100 personnes. Et après tout, si on arrive à communiquer un peu en un quart d'heure avec 5 ou 6 personnes, on a déjà fait beaucoup. Alors si on arrive avec des gens comme toi à faire que ce combat puisse se mener sur un territoire plus large, ce serait formidable. Moi, j'avoue humblement, j'essayais de le dire à Antoine tout à l'heure, qui me disait, mais finalement, toi, tu es dans la politique étrangère. J'ai dit non. Moi, je suis le contraire de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas, en aucune manière, faire de la politique. J'ai le sens du politique, j'ai le sens de l'intérêt collectif, mais je n'ai aucun sens de ce qui... J'ai essayé, il y a 2 ans, je me suis complètement plantée, non pas moi d'en faire, mais d'aider des gens qui en faisaient, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent. Moi, je suis de ceux qui ne peuvent strictement pas. D'où le cerf-volant, oui. C'est-à-dire, moi, je peux faire ça. Je peux faire ça, et en faisant ça, essayer de ramener un peu de sens qui fasse du sens. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais chacun, je ne sais pas ce que tu en penses, actuellement, dans la merde où nous sommes, au fond, communiquer un peu, c'est déjà beaucoup. Absolument. J'ai écouté Mais je récemment. veux dire que le sens, c'est l'essentiel du combat. C'est-à-dire sans Oui. le sens que tu essaies de donner, il n'y a pas de combat. C'est-à-dire que c'est essentiel. Absolument. Donc, Absolument. on a besoin de ta parole pour qu'il y ait du sens à ce combat. Donc, c'est ça que je dis tous ensemble. Oui, tu as raison. Mais moi aussi, je dis tous ensemble. Moi aussi, Sinon, je c'est dis pas tous possible. ensemble. Je pense que c'est très très important parce que on est quand même très très seuls actuellement tous. Avec Mishka. Voilà. On est seuls. Et je me suis aperçue un jour qu'il y avait une formule, il parlait des formules, Antoine, que j'avais bien aimé, qui est venu sous ma plume, qui était les solitaires solidaires. Et je me suis amusée de voir que Macron l'a repris dans un de ses discours. Et effectivement, je crois qu'on peut faire beaucoup avec ça. Parce que la solitude ne veut pas dire qu'on est coupé des autres. C'est tout à fait autre chose. Et on peut être totalement seul, mais avoir une conscience extrêmement aiguë de l'autre et de ce qui arrive à l'autre. Et donc, tisser des liens qui peuvent avoir même des pouvoirs beaucoup plus grands qu'on imagine. C'est comme ça que les révolutions arabes se sont faites d'ailleurs. Elles ont échoué. Moi, j'aime pas utiliser beaucoup le mot révolution, mais en tout cas, ce grand mouvement a eu lieu comme ça. Moi, je ne veux pas prendre trop de votre temps, parce que quand même, c'est prendre du temps. Tu n'es pas en train de prendre du temps, tu es en train d'en donner. Hier, je lisais dans Le Monde une phrase de Kurosawa, que j'aime beaucoup, le cinéaste japonais, qui est que la résistance aujourd'hui, elle est dans le cœur de chacun. Et je crois beaucoup à ça, et elle peut être contagieuse. Elle peut être contagieuse, c'est-à-dire que là, je parle sous la surveillance de Nada, je veux qu'il y ait un endroit où les gens qui ne croient plus dans le changement des choses laissent de l'espace pour ceux qui œuvrent à changer. Et je trouve que c'est même notre devoir. C'est même une question d'éthique. Alors moi, je veux pouvoir, quand j'utilise les mots, laisser la place qu'il faut pour ceux qui peuvent bouger. Et je pense que c'est un combat interne, parce que même ceux qui militent comme moi, il y a toujours à un moment de la journée, un moment de... Bien sûr.
est-ce que Ça vaut le coup. est-ce que ça vaut le coup? Et c'est un combat, donc c'est une victoire tous les jours contre cette voix Absolument. qui dit rentre à l'atelier, laisse tout, va dans ton petit coco parce que là-bas tu es heureuse. Et là c'est pas nécessairement beaucoup de joie tous les jours. Donc, Bien sûr, euh, bien sûr. mais c'est justement parce qu'il y a du sens que le sens fait qu'on continue. Et je pense, moi parfois on me dit ah donc tu es optimiste si tu fais ce que tu veux. Je suis ni optimiste ni pessimiste. J'ai éliminé ces sentiments de ma vie il y a très longtemps. Je fais ce que je peux et ce que je dois faire. Déjà, dans l'être posthume, il y a beaucoup d'art. Je vais dire quelque chose sur ces deux livres. L'être posthume est un livre que j'ai écrit, c'était le premier que j'ai publié. Peut-être qu'il y a de l'arabe, moi je le sens moins que toi. Je pense que c'est un livre où je faisais parler un peu un homme fin de race, séduisant, cultivé, mélomane, attachant, mais tout de même vraiment fin de race, et qui était un peu ce Liban d'une société raffinée, échouée. Je l'écrivais en essayant de n'être pas trop indulgente pour l'Occident, parce que j'ai toujours été très très vigilante à tenir tous les bouts en même temps, c'est-à-dire à ne pas écrire pour séduire jamais un camp contre l'autre, jamais. Et j'étais prête à en payer le prix dès la première seconde, et je l'ai payé, très cher. Mais je suis contente de l'avoir payé, parce que c'est ce qui m'a permis, me semble-t-il, de garder une petite boussole. Et c'est un livre qui a beaucoup plu, l'être posthume. Beaucoup trop, à mon avis. C'est un livre qui a eu un succès énorme, que j'ai arrêté, parce que j'avais horreur de la télévision, et donc on me demandait, etc., et je n'avais pas envie. Je disais, mais j'ai écrit. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'avoir des flashs, etc. Ça ne marchait pas. Il y avait peut-être un peu d'orgueil chez moi, c'était peut-être pas si valeureux que ça, peu importe. C'est un livre qui fait l'unanimité, qui est de mon point de vue très inférieur au dernier. Et les gens qui ont du pouvoir dans le milieu des lettres et dans l'édition brandissent ça contre ça. Pourquoi? Parce que ça c'est poli, ça c'est un livre très poli, c'est un livre trop bien écrit, à mon avis, trop bien écrit pour le bordel dans lequel nous sommes. L'être posthume, 89. Je l'ai relu, il tient la route dans le sens que ce qui est dit tient la route. Comme j'écris peu, je prends peu de risques parce que j'écris très peu, dans ce sens que j'essaye de ne pas écrire trop de choses inutiles qui vont s'oublier en chemin. Mais c'est pas... J'ai vu des gens ici au Liban qui s'occupent de francophonie, ce mot que je n'aime pas, et à Paris, chez Gallimard et ailleurs, me brandir ça comme l'exemple idéal de l'œuvre francophonie. C'est-à-dire que ça ne décoiffe personne. C'est joli comme tout, c'est très bien écrit, et alors? Et alors? Ça, je dirais que quelqu'un d'autre que moi aurait pu peut-être l'écrire. Celui-là, personne d'autre que moi. Or, je pense que dans l'écriture, il faut faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Et celle volante, vous êtes la seule à pouvoir le faire aussi. Peut-être. Mais je crois que c'est très important comme différence et qu'il y a une paresse dans les têtes qui est édifiante. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir dans les milieux des lettres veulent ce qui roule, ce qui marche. Ils ne veulent pas rencontrer d'obstacles en chemin. Ce livre est bourré de gens qui vous posent des problèmes. Ce livre est bourré de gens qui vous font des obstacles, qui vous empêchent de dormir. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Celui-là, c'est un livre qu'on peut lire dans un train en se disant « Aïe, comme c'est beau, comme c'est joli, quelle belle formule ». Mais
Les gens qui ici règnent sur la francophonie vous brandiront ça. Dommage qu'elle n'écrit plus des livres comme ça. Et moi je leur dis, dommage que vous soyez incapables de lire ça. Et je ne cite pas de nom. Les gens aiment beaucoup faire des entretiens. Parce qu'un entretien, c'est vous qui parlez. Donc ils n'ont pas à faire le travail que vous, Roda, vous avez fait. Et que personne en France n'a fait comme vous. Parce qu'ils vous disent, alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à la page 30, ceci, cela, et puis vous parlez, vous leur donnez tout, ils rentrent chez eux, ils tapent. Donc ça a été une des raisons, mais probablement pas la seule. Moi, Cerf-Volant, j'ai été le présenter comme... c'était... si vous voulez... J'avais publié avant Cerf-Volant, pourquoi il fait si sombre au Seuil. Et je suis donc retournée au Seuil, où j'avais travaillé pendant des années. Et je crois, à vous dire vrai, que dans Cerf-Volant, il y a des phrases qui sont très dures pour le milieu de l'édition française et qui ont énormément dérangé. J'ai toujours pensé que dans les lieux de pouvoir, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un de seul. Je n'ai jamais pu me faire à l'idée qu'une boîte comme Gallimard, ou comme Le Seuil, ou comme France Culture, pouvait avoir pour ennemi une petite bonne femme seule, libanaise, qui a zéro soutien institutionnel. Donc j'ai toujours pris la parole très librement, sans me rendre compte qu'en réalité, non, c'est pas si simple. Vous pouvez déranger en étant seul avec une phrase dans un livre. Et il y a une facture au bout de ça. Est-ce que je referai pareil? Je ne sais pas, peut-être. À qui vous vous adressez essentiellement quand vous écrivez? Je ne sais pas, probablement pas à la même personne. C'est très confus. Je ne pourrais pas faire une réponse très claire. Ça va par vague, de droite à gauche et de gauche à droite. Peut-être. Écoutez, moi je viens d'une... Je suis de mère à moitié française et à moitié égyptienne et de père libanais. Et donc, déjà, il y a un mouvement de cerf-volant dans le couple dont je suis. Et donc, je m'adresse, en réalité, je crois, à quelqu'un qui aura envie de faire l'effort, de comprendre que des mondes différents ont la possibilité de vivre ensemble. Il ne s'agit pas de rendre, je dirais, ces mondes ressemblants. Il s'agit de défendre leurs différences. Et quand vous défendez la différence, il y a aussitôt, vous viennent à la tête, vous viennent à l'esprit, les êtres qu'ils soient vivants ou morts, qui vous ont donné le goût de ça, le goût de la différence, qui pour moi est le goût de la vie. Et c'est ce goût de la différence qu'on a, à mon avis, terriblement attaqué dans cette partie du monde, alors que nous étions le lieu par excellence de la différence. Donc c'est le goût de la différence. Moi je crois que par exemple avec vous ici, vous me dites à qui vous pensez quand vous écrivez. Je pense à des gens comme vous. Moi je ne connaissais pas Rodarisk, donc je ne pouvais pas savoir que j'écrivais notamment pour elle. Mais je ne suis pas étonnée en la rencontrant. Donc on ne sait pas exactement pour qui on écrit. Mais peut-être que je pense aussi aux sourds pendant que j'écris. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Et Tout aux le temps. aveugles. Tout Oui. le temps. Vous avez raison. Et la chose incroyable, c'est que dans le roman actuellement que je termine, la femme a un problème de vue très grave.
Alors ça, vraiment, vous allez m'expliquer, parce que maintenant, Roda, c'est plus que moi. Non, non, mais justement, moi je suis très étonnée du fait que vous parliez de ça. Enfin, C'est le handicap. rien ne justifie la présence De la cécité à ce point-là. à ce point-là, Oui. exactement. Elle Sauf est que partout. Farid voit beaucoup mieux quand il perd la vue. Oui, C'est-à-dire que oui. Mais en tout cas, c'est une question existentielle, là, maintenant. La surdité et la cécité Oui. d'une grande partie de la population qui, échéance après échéance, va voter pour les mêmes personnes qui l'appauvrissent, l'humilient et détruisent le pays. Donc, il y a une question de surdité et de cécité. Il y a. Et justement, je pensais à ce monsieur qui était à moto et qui est un héros, quoi. C'est qui est admirable au niveau de l'éthique, de la générosité, de la dignité. Et la question, j'ai deux questions. Je pensais quand tu décrivais ce qui s'était passé avec toi, c'est comment avoir cette éthique, cette dignité au pouvoir pour diriger le pays, parce qu'elle existe. Donc parmi toutes les classes sociales, et là notamment quelqu'un qui est complètement démuni, comment transporter ce qu'il a, ce monsieur, au pouvoir? Tout le travail de ces quelques pages dont on parle, c'est d'essayer de faire en sorte que la vérité ne soit pas confisquée par un camp au détriment de l'autre. Et on revient au cerveau. C'est-à-dire qu'il faut faire ça pour que quelqu'un qui s'appelle Mohamed n'aille pas voter les yeux fermés pour un homme de sa communauté, pas plus que pour un chrétien pour sa communauté, etc. Donc, c'est ce travail de base qui est le travail de l'éducation, tu me diras. Mais moi, je dirais qu'il y a plus que l'éducation. Il y a aussi, au niveau de la parole publique, une paresse au niveau du travail des imaginations pour rappeler aux gens ce qu'ils ont en commun, qui est leur humanité, qui est le fait qu'ils vont tous mourir. Et donc que ce temps qui reste vite, faisons-en quelque chose. Personne ne le fait. et ceux qui sont descendus dans la rue le 19 octobre, le 17, Oui. octobre. Et le 19, Non, le 19. Ceux qui ont parlé longuement, qui ont dit nous sommes là en tant que citoyens, tous les jours, Oui, toutes les nuits même. oui, Il y avait des gens à la télé, ailleurs. Oui. Nous sommes là en tant que citoyens. oui. Ceux qui ont volé, ils ont volé pour donner une partie à leurs zouaves et garder l'autre en poche. Alors en plus, ce qui est formidable, c'est que la partie qu'ils redonnent aux leurs, ils appellent ça de la misanthropie. Eux et leurs zouaves. Oui, oui. De la Donc, finance. mais oui, parce que ça revient chez des gens qui ont faim. Oui. Alors tu prends 1 milliard, tu donnes 1 million à des affamés, tu rentres chez toi avec le reste, et tu dis j'ai aidé des affamés à manger. C'est ça l'imposture libanaise, dans toutes les catégories. Alors, comment faire pour être à la fois dans la liberté, dans l'amour, et en même temps ne pas courber les chines? Moi je ne vois pas sans une certaine radicalité quand même. On ne peut pas, c'est trop facile. On ne peut pas tout l'année. On ne peut pas. Sinon, on accepte tout et n'importe quoi. Donc chacun résiste comme il peut. Halakt quoi maintenant. Ah, voilà. Il est actuellement au Liban. Oui, oui, je vis depuis des années. Il est là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Orient, il y avait un article où il parlait de jeunes qui avaient la possibilité de quitter le Liban, qui avaient soit des passeports, soit des boulots qui les attendaient, etc., et qui ne voulaient pas quitter, Oui. et qui par choix étaient restés au Restés, Liban. oui. Donc est-ce que vous restez aussi? Je reste absolument au Liban et c'est un choix et je dois avouer que je ne me pose même pas la question. Oui. Surtout que nos enfants sont en train de partir. Et oui, Et ceux qui ne peuvent pas partir se sentent très malheureux de rester. et moi je suis venue avec un dossier à l'époque vraiment costaud. Je savais que j'allais avoir des gens assez forts.
Et j'ai tenu, le type qui était en face de moi, l'Israélien, m'aurait trucidé s'il pouvait. Il en est capable. Attends. À un moment donné, celui qui est à Jérusalem a dit, mais vous ne comprenez pas, madame, et dès que nous avons peur. Alors je me suis arrêtée. J'ai dit, écoutez, là, c'est à moi de vous écouter. Vous parlez de peur, la peur n'est pas rationnelle. Mais quand on la vit, c'est plus fort que tout. Donc, on arrête de discuter, je vous écoute. Parlez-moi de votre peur. Quand je suis sortie, l'Israélien qui était avec moi m'a pris la main, m'a embrassé en me disant, je suis très honorée de vous avoir rencontré. Ça tient à quoi? Ça tient à quoi? Qu'est-ce qu'on perd à écouter l'autre quand on n'est pas d'accord, si le contenu est quelque chose de vrai? Pourquoi avoir peur de la parole de l'autre? Pourquoi avoir peur de cette différence? Et pour moi, ça a été une leçon. Parce que je me suis dit, c'est la preuve par 4 qu'il y a moyen de faire communiquer. Je ne te dis pas que tu changes la donne, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a vécu les ateliers de musique de Barim Bon Saïd avec des orchestres arabes et israéliens. Au début, personne ne voulait parler à personne. Les Arabes étaient dans leur coin, les Israéliens dans leur coin. Et au bout d'une semaine, il y avait du flirt, il y avait de je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont inventé, et ça c'est quelque chose qui pourrait être appliqué au Liban, ce qu'ils ont inventé était tout simple. Saïd a dit, moi je vais prendre les étudiants israéliens, les musiciens israéliens, et toi tu vas prendre les Arabes. Donc, ils avaient des ateliers séparés, si bien qu'on est arrivé à la situation où ils disent, on était à Weimar, c'était pas loin de Buchenwald, les camps de concentration. Barenboim a dit, et si on allait dans les camps de... Et Saïd a dit, oui, moi je pense qu'il faut aller. Barenboim a dit, oui, mais si les musiciens arabes ne veulent pas, moi je comprends. Il lui a dit, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais on va proposer, ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas restent. Tout le monde est venu. Tout le monde. On marche. En allant, il y a un musicien israélien qui quitte la chose et qui s'approche de Hadot. C'était un ami de Barenboim, c'est un violoniste. Il s'approche de Saïd. Et il lui dit, et puis Saïd revient vers nous et nous dit, vous saviez que ses parents étaient à Buchenwald? Alors Daniel a dit, Barenboim a dit, non, on ne l'a jamais dit. C'était l'intelligence de comprendre que c'était à l'ennemi, entre guillemets, qu'il fallait donner cette charge. Et c'était formidable. C'était formidable parce que ça a fait réfléchir tout le monde. Et on arrive au camp. Il y avait un musicien égyptien qui, devant les fours crématoires, est pris de frissons. On s'est mis tous à le couvrir de manteaux, y compris évidemment les Israéliens. C'était celui qui était le plus mal préparé à imaginer que cette horreur avait eu lieu, parce que pour lui, par définition, le juif c'était l'Israélien c'était l'ennemi, l'ennemi c'était le monstre, et l'humanité était... voilà. Or, ce qu'on arrive à faire à petite échelle, avec un orchestre, ou avec des brodeuses, ou avec des trucs, c'est des tout petits échantillons miniatures de ce qui devrait commencer à se penser, à mon avis, au plan politique. C'est-à-dire comment on fait pour que une parole qu'on est habitué à ne pas entendre, s'ouvrir les oreilles pour se dire « et si j'avais quelque chose à apprendre ?» C'est ce que vous avez fait aussi avec les enfants armés qui étaient à Zarif. Oui, c'est exact. Parce que les autres qui étaient des hommes
qui n'ont pas pu tenir une classe, vous, jeunes, femmes, chrétiennes, vous avez pu non seulement tenir une classe, mais leur faire enfin, avec votre parole, ils écrivaient des choses merveilleuses. Donc vous avez aussi, avec vos mots et votre façon de faire, vous avez réussi à contenir une classe avec des enfants qui étaient armés, que les autres n'arrivaient même pas à... Oui, peut-être aussi qu'il y avait autre chose qui est une des belles choses de notre culture, c'est qu'il y a aussi une manière de recevoir l'autre quand il est un peu fragile quand même. J'étais une jeune femme, j'étais pas tout à fait dans mon élément, donc aussi il me protégeait. Il y avait aussi une protection. Ils n'avaient pas besoin de protéger quelqu'un qui aurait pu être leur oncle ou leur cousin, mais moi, il me protégeait aussi. Donc c'est pour ça que tout ça se joue à tellement de petites choses près, mais on ne les travaille pas assez. On ne travaille pas assez cette envie de donner à celui avec qui on n'est pas d'accord les moyens de nous entendre. Le bonheur d'avoir été là. Avec gentil. Non? Merci. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup.